Imaginez la scène. On est en janvier 2026, à Zaporijia, en Ukraine. L'air est glacial, et le décor, ce n'est plus qu'un enchevêtrement de béton brisé, quoi. Une vraie scène de désolation. Exactement. Des cratères gelés, du métal tordu partout. Et là, 3 soldats russes émergent péniblement des ruines d'un bâtiment dévasté. Ouais. Ils ont les mains en l'air, le regard vide. Ils sont totalement épuisés par des semaines de combats urbains. Donc, ils se rendent. Visuellement, c'est une scène qui appartient à n'importe quelle guerre du siècle dernier, en fait. C'est l'image classique de la reddition, c'est clair. Voilà, l'attente de l'ordre aboyée par l'ennemi, la peur au ventre de prendre une balle perdue. Sauf que, et c'est là que c'est dingue dans ce cas précis, il y a absolument personne en face d'eux. Personne. Aucun être humain n'est là pour accepter leur reddition. À la place, à genre une dizaine de mètres, ils font face à un robot terrestre ukrainien. Un UGV. C'est ça, une petite machine compacte, bardée de capteurs optiques, armée et qui est pilotée à des kilomètres de là. Et les images de cette scène, capturées par des drones, ont fait le tour du monde. Ah oui, c'était partout. Mais c'est surtout la réaction du commandant ukrainien, Mykola Zinkevich, qui a vraiment figé l'instant. Interrogé sur cet événement, il a sorti cette phrase d'une lucidité vraiment glaçante. « Les robots ne saignent pas. C'est un vrai point de bascule, ça. On parle plus de concepts théoriques développés dans des laboratoires climatisés au Nevada ou à Shenzhen. » Non, c'est le terrain là. Exactement. On parle de capturer des prisonniers de guerre sans tirer un seul coup de feu, uniquement via une machine. C'est la science-fiction qui vient brutalement percuter notre réalité opérationnelle. D'accord. Décortiquons tout ça, parce que c'est précisément ce qui nous amène à notre plongée d'aujourd'hui au cœur des sources. On s'appuie sur une enquête majeure publiée par Block News en avril 2026. Une enquête très fouillée, ouais. Ouais, et on l'a croisée avec des rapports explosifs du Time Magazine, du Wall Street Journal et de CNN. Et ce qui frappe direct quand on lit ces documents, c'est l'absence totale de préparation diplomatique ou même juridique. Le vide absolu. Il n'y a eu aucun grand sommet mondial, aucun débat éthique à l'ONU avant le déploiement de ces machines. La ligne rouge, elle a été franchie dans l'urgence, dans le brouillard de la guerre en Ukraine. L'Ukraine qui est devenue, par la force des choses, le laboratoire grandeur nature de cette révolution. Et le terme laboratoire est super juste parce que l'Ukraine n'a pas cherché à créer une armée de robots par, par idéologie technologique. Pas pour faire de l'innovation fulgurante, quoi. Pas du tout. Ce qui est fascinant ici, c'est que c'est une pure mathématique de la survie. Quand vous affrontez une force qui a une supériorité numérique et matérielle écrasante, Un vrai rouleau compresseur. voilà, un rouleau compresseur d'artillerie qui pilonne vos positions jour et nuit, chaque soldat compte. L'état-major a vraiment dû repenser le coût d'une vie humaine. Et c'est pour ça que la robotisation a d'abord commencé par la logistique, si on suit bien la chronologie des rapports. La BBC expliquait en novembre 2025 que 90% du ravitaillement, près de la ligne de front de Pokrovsk, s'était assuré par ces véhicules terrestres non pilotés. Pour éviter les pertes bêtes, en fait. La logique est implacable. Chaque camion conduit par un algorithme, c'est un humain qui risque pas de sauter sur une mine anti-char. Mais ça s'est pas arrêté là. L'escalade vers la force létale a été foudroyante. Ah, ça, c'est allé très vite. Le Wall Street Journal documente l'apparition du droïde TW-12.7. C'est un robot armé de mitrailleuses lourdes. Et ça, c'était dès mars 2025, près de Kharkiv. Oui, et l'évolution de ce modèle est frappante. Grave. Quelques mois plus tard, en décembre, ce même robot détecte et détruit un véhicule blindé russe MTLB. Et en pleine nuit en plus. Ce qui me fait me poser une question. Comment une machine, toute seule dans le noir absolu, elle fait pour identifier une cible mouvante et la détruire? Alors, c'est là qu'intervient la fameuse vision par ordinateur, couplée à l'imagerie thermique. Le robot, en fait, il voit pas le char comme nous on le verrait. Il n'a pas de phare pour éclairer la cible. Non, ces capteurs détectent des signatures de chaleur. Donc le moteur diesel du blindé russe qui tourne, les corps des soldats à l'intérieur. Et ensuite, l'algorithme, il compare instantanément cette espèce de silhouette thermique à des dizaines de milliers d'images dans sa base de données. Ah, comme un catalogue de menaces, quoi. C'est ça. S'il calcule, disons, une probabilité de 89% que cette forme corresponde à un blindé ennemi et qu'il est en mode autonome, il tire. Il n'y a pas d'hésitation, pas de fatigue visuelle. Waouh! C'est froid comme efficacité. Mais le détail qui m'a le plus scotché dans nos sources, c'est cet exploit hallucinant rapporté par CNN. Il parle d'un robot armé ukrainien qui a tenu une position frontale, tout seul. Pendant 45 jours ? Ouais, 45 jours, sous le feu ennemi, à attendre les assauts russes.
Et c'est comme si on observait l'évolution des voitures autonomes, tu sais, mais en accéléré et dans un cauchemar absolu. C'est une bonne analogie, ouais. On passe du petit chariot de livraison Amazon à un garde stoïque qui tient un siège sous les balles pendant 1 mois et demi. Comment une telle bascule s'est opérée si brutalement sans que personne ne s'en aperçoive? Le truc, c'est que la réalité du terrain vient souvent nuancer le mythe du robot totalement indépendant. Pour que cette machine tienne 45 jours, ils ont dû mettre en place une logistique de l'ombre vraiment terrifiante. C'est-à-dire? Tous les 2 jours, des soldats humains devaient ramper de nuit sous les tirs d'artillerie et les snipers russes pour aller changer manuellement les grosses batteries du robot. Attends, vraiment? Ouais, changer les batteries, recharger les munitions et ensuite se replier. Mais c'est complètement paradoxal. On risque des vies humaines pour maintenir en vie le robot qui est justement censé remplacer ces mêmes humains. Ça paraît fou, oui, mais si on lit l'analyse de David Kirichenko, on comprend très bien le calcul cynique mais rationnel qui se joue. En fait, le robot ne change pas la nature de la guerre, il change le calcul du coût humain de l'attrition. D'accord, je vois. Perdre un fantassin, c'est perdre des années de vie, des mois de formation hyper complexes, de l'expérience tactique que tu peux pas remplacer, sans compter l'impact politique sur la nation. Alors que si un obus détruit le droïde, la perte, elle se chiffre juste en dollars et en temps de remplacement sur une chaîne de montage. Un robot perdu coûte juste son prix d'achat, quoi. Je comprends tout à fait cette urgence en Ukraine, cette volonté de survie. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que quand on quitte les tranchées pour regarder ce que font les superpuissances mondiales, Ah, là, on change d'échelle. complètement, quand la Chine ou les États-Unis intègrent ces technologies, ce n'est plus pour survivre, c'est pour dominer par pure doctrine militaire. On passe de la nécessité absolue à une stratégie délibérée. Et c'est la leçon principale des rapports qu'on analyse aujourd'hui. L'Ukraine a servi de démonstrateur. Ça a prouvé au monde que la théorie fonctionnait en pratique. Et maintenant, on voit un contraste incroyable entre les approches chinoises et américaines. Et les images côté Chine, franchement, elles donnent des frissons. En octobre 2025, la chaîne CGTN a diffusé un exercice amphibie réel. Et on y voit des drones lourds qui larguent, mais littéralement du ciel, des escouades de chiens robots quadrupèdes. Les fameux modèles de chez Unitree Robotics. Ouais, et ces trucs avancent avec l'infanterie en parfaite coordination, comme une meute de loups en métal. C'est une collision de philosophie, en fait. C'est l'approche chinoise qui ressemble à une sorte de fast fashion militaire, non? Inonder le terrain de produits bon marché et jetables. C'est tout à fait ça. C'est ce qu'ils appellent la doctrine de l'essaim, le swarm. Plutôt que d'avoir un super ordinateur ultra complexe, Pékin conçoit ses forces comme un réseau distribué. L'idée, c'est de submerger le champ de bataille avec des machines pas chères, optimisées pour être détruites. Pour l'attrition pure et dure. Voilà, si tu détruis 12 de ces chiens robots, les seins s'ajustent et 12 autres prennent le relais direct. Tu pousses la guerre d'usure à son paroxysme, mais sans aucun cercueil à rapatrier. L'impact psychologique sur l'adversaire doit être dévastateur. On l'a bien vu avec cette fausse vidéo devenue virale en février 2026. Ah oui, le fameux deepfake. Un deepfake généré par IA qui montrait des humanoïdes chinois, les modèles G1, lourdement armés en plein exercice. Même si France 24 a prouvé que c'était faux, la vidéo a quand même fait genre 1,9 million de vues. Le message en filigrane, pour Taïwan il est clair, regardez l'armée inépuisable qu'on peut vous envoyer. Mais au final, ces démonstrations, est-ce que c'est pas juste une immense campagne de relations publiques? Si on relie ça à la situation globale, c'est évidemment une mesure de prestige. Mais l'impact stratégique est très réel et surtout asymétrique. Un pays riche peut désormais fabriquer 10 000 soldats sur une ligne d'assemblage. Pendant qu'un autre pays doit entraîner 10 000 citoyens. Exactement. Et risquer leur vie. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que la Russie est quasi absente de cette course technologique de pointe. Mais pour revenir aux États-Unis, on a une approche totalement opposée à l'essaim chinois. Très haute couture, pour reprendre votre métaphore. Ouais, le mémorandum du Pentagone de juillet 2025, c'est ça? Qui ordonne d'accélérer l'acquisition de robots. Et le rapport du Time de mars 2026 lâche une bombe. 2 humanoïdes, Phantom Mk1, sont déjà en test en Ukraine. Des humanoïdes capables de porter des armes lourdes. Tout à fait, avec un déploiement au combat déjà en préparation. Mais attends, c'est là que je bug un peu sur ces rapports. Un humanoïde d'1,70 m sur 2 jambes. Ça me paraît un non-sens tactique total. Pourquoi ça? Dans la boue ukrainienne, avec les cratères, les débris, pourquoi s'obstiner sur une forme humaine? Des chenilles ou des roues, c'est infiniment plus stable, plus rapide et beaucoup moins cher à équilibrer. Pourquoi claquer des milliards pour un truc qui va trébucher sur le premier caillou venu?
C'est une super question. Et ça a été l'objet d'un débat féroce entre les stratèges et les ingénieurs de la DARPA. En fait, si la guerre se faisait que dans des plaines, vous auriez 100% raison. Les chenilles, il n'y a pas mieux. On est d'accord. Sauf que la guerre moderne, elle se gagne dans des milieux urbains, des usines, des tranchées. Et ces environnements ont tous un point commun. Ils ont été construits par des humains, pour des humains. Ah donc la géométrie de nos villes dicte la forme de nos armes. Exactement. Imaginez un escalier à moitié effondré ou une porte de cave très étroite. Un robot sur roue, il bloque direct. Un gros robot à chenilles, il passe pas dans un couloir d'1 mètre de large. Donc l'humanoïde, même si c'est un cauchemar absolu à stabiliser au niveau logiciel, Et ça devient indispensable pour naviguer partout. voilà. Le fantôme MK1, il n'est pas là pour faire la course dans la boue. Il est conçu pour rentrer dans une maison et la nettoyer pièce par pièce. C'est glaçant dit comme ça, mais l'argument architectural est brillant. Donc qu'on parle d'un essaim de chien mécanique ou d'un humanoïde d'1,60 m, le vrai défi, c'est plus du tout la prouesse mécanique. Non, ça on maîtrise. Le vrai problème, et toutes nos sources insistent dessus, c'est le moment où l'humain perd la connexion avec la machine. La fameuse question du contrôle et de l'autonomie algorithmique. Et des règles d'engagement qui sont totalement dépassées. Sur le papier, les protocoles du Pentagone sont censés être stricts, non? Ils exigent une autorisation humaine pour chaque tir. La théorie de l'humain dans la boucle. C'est la théorie, oui. Ça rassure tout le monde de se dire que la décision de tuer revient à une conscience humaine. Mais le problème, c'est la faille gigantesque du brouillage des communications. Ce qu'on appelle le jamming russe en Ukraine. Ouais, la guerre électronique. Mais le Pentagone promet qu'un humain appuiera toujours sur la gâchette. Mais je fais une analogie. Si l'adversaire coupe la connexion Wi-Fi de la machine, c'est comme mettre un contrôle parental super strict sur une télé, mais qui sauterait à la moindre coupure réseau en laissant l'écran diffuser n'importe quoi. Sauf qu'ici, l'écran, il a une mitrailleuse. Cette règle de l'humain dans la boucle, c'est pas juste une immense illusion pour rassurer le grand public. Ce qui soulève une question importante, et je valide totalement votre doute. C'est plus qu'une illusion, c'est un déni de la réalité du terrain. Les drones actuels dotés d'IA évaluent les cibles et tirent déjà en totale autonomie, quand le signal est perdu. Il tire tout seul? Oui, et ça nous ramène à l'inquiétude du commandant Zinkevich. Confieriez-vous des armes à l'intelligence artificielle? Comment être sûr qu'elle distingue un ami d'un ennemi? C'est vertigineux. Les lois de la guerre reposent sur le jugement humain en temps réel. Un algorithme, ça juge pas, ça exécute. Exactement. Et le pire, c'est qu'il y a un précédent majeur passé quasi sous silence. Une analyse de The Conversation rappelle que le drone turc Kargu 2 a déjà chassé et tué des cibles en totale autonomie en Libye. Attends, en quelle année ça? En 2020, il y a des années. Et sans aucune protestation diplomatique internationale, aucun tollé, rien du tout. Rien. Ce qui illustre l'échec total de la régulation. Il y a 0 traité contraignant aujourd'hui. Le groupe d'experts de l'ONU patine depuis 2014 parce que les États-Unis et la Chine bloquent tout sous prétexte de vouloir, je cite, « explorer les bénéfices ». Explorer les bénéfices des robots tueurs, super. Comme le dit très bien le rapporteur de l'ONU, Nils Melzer, on construit des murs théoriques alors que les portes sont déjà grandes ouvertes. La pente glissante qu'évoquent les experts, elle est déjà là. C'est un panorama étourdissant qu'on vient de parcourir. Les robots soldats, on l'a vu, ce n'est définitivement plus de la science-fiction. Plus du tout, non. De la nécessité absolue de survie en Ukraine, qui normalise l'autonomie, jusqu'aux ambitions asymétriques vertigineuses de la Chine et des États-Unis. La technologie galope, la régulation rampe, et aucun gouvernement au monde n'a l'air de vouloir appuyer sur le frein. Parce que ralentir, c'est risquer de perdre la prochaine guerre. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Et c'est là-dessus qu'on va laisser notre audience réfléchir. Reprenons l'idée glaçante de notre commandant ukrainien au début de cette exploration. Les robots ne saignent pas. Historiquement, la plus grande barrière politique à la guerre, c'est l'indignation de l'opinion publique. Le retour des cercueils, oui. Exactement, le coût humain insupportable. Mais si demain la Chine et les États-Unis peuvent mener des guerres d'attrition dévastatrices sans renvoyer un seul cercueil dans leur pays, si la guerre ne coûte plus que du métal et du code informatique, ne risque-t-on pas d'entrer dans une ère de conflit perpétuel et totalement décomplexé, simplement parce que les superpuissances en ont les moyens financiers? C'est la grande question. C'est une perspective qui donne le vertige, et on invite ceux qui nous écoutent à garder cette question en tête en gardant l'actualité. C'était un vrai plaisir de partager cette plongée vertigineuse au cœur de l'information avec vous aujourd'hui. Gardez l'œil ouvert et à très vite.